Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes avec la docteure Zineb Meski qui va nous parler sur quelle est la meilleure façon de faire face aux échecs d'implantation. Et juste vous rappeler qu'on vient d'ouvrir une partie bénévolat à la Société européenne de fertilité et une partie donation. Donc, si vous voulez participer, s'il vous plaît, on vous remercie en avance. Je vous laisse l'information sur le chat. Et je vous laisse avec la docteure. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis le docteur Zineb Meski, spécialiste en fertilité chez IVF Life à Madrid. Donc, ce soir, on va parler un petit peu des échecs d'implantation. Quelle est la meilleure façon d'évaluer les échecs d'implantation? Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu de l'implantation embryonnaire, voir un petit peu comment se produit le processus d'implantation et surtout la définition d'un échec répété d'implantation. Ensuite, on parlera bien entendu des causes et des solutions de l'échec d'implantation. Donc, on reviendra sur les causes embryonnaires, sur les causes utérines ou endométriales, c'est-à-dire les anomalies utérines, la fenêtre d'implantation, et les facteurs immunologiques. Ensuite, on verra aussi d'autres causes courantes qui ne dépendent ni de l'embryon ni de l'utérus et qui sont les thrombophilies, c'est-à-dire l'étude de la coagulation, et l'hypothyroïdie. Et bien sûr, on en tirera des conclusions. Donc, pour l'implantation embryonnaire, on sait qu'à partir de J5 se forme le blastocyste. Ce blastocyste est un embryon qui a été cultivé pendant 5 jours dans un incubateur et qui a commencé à faire la différenciation des cellules entre ce qui va être le futur embryon, le futur bébé, c'est la masse cellulaire interne, et toutes les cellules qui sont autour, qui vont former le futur placenta. Et la membrane dans laquelle se trouve ce blastocyste commence à se rompre, c'est ce qu'on appelle l'éclosion ou le hatching. Et ça se produit à J5, J6. Donc, de façon naturelle, cet embryon se trouve déjà près de l'endomètre et c'est le pré-contact. À J6, J7, il y a une apposition de l'embryon, c'est-à-dire que l'embryon va faire un rapprochement beaucoup plus proche de l'endomètre et des facteurs de réceptivité vont commencer à s'activer. À J7, on parle d'adhésion, donc les pyopodes de l'embryon vont commencer à envahir petit à petit l'endomètre et donc ces facteurs d'implantation qui vont être activés permettent justement l'adhésion de l'embryon. Et enfin, à J8, J9 se produit l'invasion, c'est-à-dire que le placenta va commencer à envahir l'endomètre de façon beaucoup plus intense et l'embryon va bien être accroché. Donc, c'est à partir de J8, J9. Qu'est-ce qu'un échec répété d'implantation? Donc, l'échec répété d'implantation, ou tout simplement échec d'implantation, consiste à transférer plusieurs embryons sans avoir réussi à avoir une grossesse. Donc, ça atteint surtout les femmes de moins de 40 ans, parce qu'on suppose que chez les femmes de plus de 40 ans, les échecs sont beaucoup plus fréquents. Donc, quand on parle d'échecs répétés d'implantation, c'est après 3 transferts d'embryons de bonne qualité ou plus chez les femmes de moins de 40 ans. Alors, comme on avait dit, on va parler un petit peu des causes et des solutions face à l'échec d'implantation. L'équation parfaite, c'est bien entendu un embryon de bonne qualité et génétiquement sain, plus un utérus en bonne santé et un endomètre préparé, forment l'équipe parfaite. Donc, si on réussit à avoir ces 2 éléments, en principe, il y a de très hautes probabilités que la grossesse se produise. Alors, on va tout d'abord voir le facteur embryonnaire pour avoir un embryon de bonne qualité et génétiquement sain. Les premières causes, évidemment, d'un embryon de mauvaise qualité, ce sont les aneuploïdies dues à l'âge maternel. Alors, avec ces 2 graphiques, on voit que, premièrement, le nombre de follicules diminue au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Chez les femmes
de 40 ans, on voit qu'à partir de cet âge-là, il y a une chute de la fertilité et bien entendu, on se retrouve avec de moins en moins de follicules et de moins en moins d'ovules. Donc cela fait que la réserve ovarienne diminue et le nombre d'embryons qu'on peut produire va évidemment diminuer aussi. Et ces embryons, il faut aussi voir la génétique de ces embryons. Donc on voit aussi dans le deuxième graphique à droite que le taux d'euploïdie, c'est-à-dire d'embryons sains, diminue aussi en fonction de l'âge. Et on voit une forte diminution à partir de 35 ans. Et bien évidemment, le pourcentage d'embryons euploïdes sains à partir de 45 ans est inférieur à 20%. Donc, comment peut-on savoir si l'embryon est génétiquement sain, si l'embryon est de bonne qualité? C'est en faisant un PGTA, c'est-à-dire un test génétique préimplantatoire pour les aneuploïdies. Évidemment, il va falloir faire une FIV au préalable pour pouvoir analyser génétiquement ces embryons. Donc, le test génétique, c'est un test qui analyse l'ADN des embryons. Préimplantatoire, c'est-à-dire qu'il est effectué avant le transfert d'embryons. Pour les aneuploïdies, ça veut dire pour la détection d'embryons aneuploïdes, c'est-à-dire avec un nombre incorrect de chromosomes. Donc, je vous fais un bref rappel un petit peu sur comment se déroulerait une FIV pour pouvoir arriver ensuite au stade de blastocyste pour pouvoir faire le PGTA. D'abord, il y a une première phase de stimulation, ensuite, qui dure à peu près 12 jours. Ensuite, on arrive à la phase de la ponction ovarienne où on va prélever les ovules. Ensuite, on va féconder ces ovules avec les spermatozoïdes et on passe à la phase de la culture d'embryon jusqu'au stade de blastocyste, c'est-à-dire jusqu'à J5, J6. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire la biopsie des cellules de cet embryon et on va s'assurer que la biopsie ne se fait que du futur placenta. Ensuite, on va congeler les embryons pour pouvoir attendre le résultat du PGTA. Donc, l'analyse prend parfois 3 semaines et on est obligé de congeler les embryons pour attendre le résultat. Par la suite, on va préparer l'utérus pour le transfert embryonnaire une fois qu'on aura le résultat et enfin arriver au transfert d'embryon. Donc, comme je vous disais, c'est surtout la culture embryonnaire jusqu'à J5, J6 qui est cruciale. C'est en voyant la division cellulaire déjà qu'on peut faire une classification visuelle de la qualité des embryons. Et lorsqu'à J5 ou alors à J6, le blastocyste est bien formé, cette différenciation cellulaire est très bien faite entre la masse cellulaire interne et le trophectoderme ou trophoblaste qui sera le futur placenta, on pourra donc réaliser la biopsie seulement du placenta sans endommager l'embryon. Donc, c'est une façon très sûre qui ne nuit en aucun cas à l'embryon. Ensuite, l'analyse nous dira quels sont les embryons sains, génétiquement sains, avec un nombre de chromosomes normal, et quels sont les embryons qui ne sont pas sains et qu'on pourra directement ne pas transférer et écarter. D'autres causes qui feraient qu'un embryon ne soit pas sain, c'est le facteur masculin. Environ 40% des cas d'infertilité sont dus à un facteur masculin et surtout à la mauvaise qualité de l'ADN des spermatozoïdes. Donc, c'est avec un test qu'on appelle la fragmentation de l'ADN du sperme qui va nous permettre de détecter quels sont les spermatozoïdes qui ont un haut pourcentage de fragmentation et quels sont les spermatozoïdes sains. Donc, comme je vous disais, il y a un certain pourcentage qu'il faut avoir et au-delà de ce pourcentage, c'est-à-dire à partir de 30% de fragmentation, on considère qu'il y a un haut risque que l'embryon soit atteint et donc ait des problèmes génétiques. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Ce sont les techniques avancées de sélection spermatique, c'est-à-dire le Ferticert, le MAX, l'IMSI ou le TESA. Donc, ce sont des techniques qui vont permettre de filtrer ces spermatozoïdes avec un ADN fragmenté et ensuite, le biologiste va venir choisir chaque spermatozoïde parmi ceux qui sont déjà filtrés pour pouvoir faire l'ICSI, c'est-à-dire l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes dans l'ovule.
Donc, il y a évidemment d'autres solutions lorsque un facteur embryonnaire ne peut pas être amélioré ni par le PGTA, ni par le test de fragmentation et donc les techniques avancées de sélection spermatique. Lorsque l'ovule ne peut pas être amélioré ni le sperme, on a d'autres solutions, c'est l'adoption d'embryons ou alors la FIV avec don d'ovule ou même double don. Donc l'adoption d'embryons de haute qualité donnés par d'autres patients qui ont déjà réalisé un traitement et ont déjà pu avoir un enfant ou plusieurs enfants de ce traitement et ne veulent plus utiliser les embryons qui leur restent. Pour la FIV avec don d'ovule ou double don, c'est la création de nouveaux embryons par un processus de FIV à partir des ovules d'une donneuse qu'on va sélectionner spécifiquement pour la patiente en fonction de ses caractéristiques physiques et avec soit le sperme de son conjoint, soit un sperme de donneur dans le cas du double don qu'on va aussi sélectionner en fonction des caractéristiques physiques de la patiente. Et il faut savoir que c'est strictement anonyme et les embryons qui seront générés par ce processus vont être transférés aux patients. Donc, on a vu un petit peu quels sont les facteurs qui pourraient affecter l'embryon de bonne qualité et génétiquement sain et quelles sont les solutions. Maintenant, on va aller plutôt vers le facteur endométrial, c'est-à-dire l'utérus en bonne santé, un endomètre bien préparé. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines anomalies intra-utérines qui sont insoupçonnées et qui, durant tous les traitements, et qui constituent 50% des anomalies détectées en général chez les femmes. Donc, il faut toujours exclure, avant de commencer un traitement, un hydrosalpinx, c'est-à-dire une trompe affectée par une poche de liquide, donc c'est l'hydrosalpinx, des fibromes sous-muqueux, c'est-à-dire des fibromes qui auraient une composante qui atteindrait et déformerait la cavité de l'endomètre, la cavité de l'utérus, pardon, des polypes de l'endomètre, donc ce sont des polypes qui se trouveraient à l'intérieur de l'endomètre, un septum utérin, c'est-à-dire une cloison qui diviserait l'utérus en deux, ou alors des adhérences intra-utérines, c'est-à-dire des synéchies entre les feuillets de l'endomètre. Donc, il faut toujours écarter ces facteurs-là avant de commencer un traitement ou lorsqu'on voit un échec répété d'implantation. Lorsque on a exclu ces facteurs endométriaux ou utérins, pardon, ces anomalies utérines, il faudra ensuite commencer à écarter d'autres causes. Les autres causes, ce sont les endométrites. L'endométrite chronique, c'est l'inflammation endométriale chronique qui pourrait entraîner des conditions défavorables au transfert. Donc, si par exemple on a un dispositif intra-utérin pendant une très longue période, cela pourrait entraîner une cascade de réactions inflammatoires qui provoquerait une endométrite chronique. L'hydrosalpinx, par exemple, c'est ce que je vous expliquais auparavant, c'est-à-dire avoir du liquide dans les trompes, pourrait aussi affecter l'endomètre et créer un environnement inflammatoire chronique et cela contribue à la détérioration du milieu intra-utérin. Lorsqu'on fait aussi des transferts à répétition, des inséminations à répétition ou alors des biopsies de l'endomètre à répétition, cela aussi peut provoquer une endométrite chronique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une étude complète de la cavité utérine en faisant un diagnostic hystéroscopique, donc en entrant directement dans la cavité avec une caméra, on pourra voir l'aspect de la cavité, donc écarter tout ce dont on a parlé auparavant, les polypes, les septums, les cloisons, les adhérences, etc. Mais surtout l'endométrite chronique. L'endométrite chronique peut constituer un aspect en micropolype ou un endomètre polypoïde ou un œdème ou même une hyperémie focale ou diffuse. Donc le bénéfice de l'hystéroscopie va au-delà de la correction pathologique utérine.
Cela facilite par la suite un transfert, mais aussi il augmente la réceptivité vu qu'il active aussi certains facteurs inflammatoires qui sont bons pour le transfert. En faisant l'hystéroscopie, on peut aussi en profiter pour faire une petite biopsie de l'endomètre et faire un diagnostic histologique, analyser histologiquement cette biopsie pour voir s'il y a une infiltration de plasmocytes CD138. Il faut savoir que la présence de ces plasmocytes CD138 est pathognomonique pour une endométrite chronique. Et enfin, avec cette même biopsie, on peut faire une culture de l'endomètre et faire un diagnostic microbiologique. Si jamais il y a une bactérie qui va être isolée dans cette culture, cela veut dire qu'il y a une infection et donc une inflammation chronique. Donc, avec cette étude complète de la cavité utérine, on peut finalement aboutir à un traitement, que ce soit antibiotique en cas d'isolement d'une bactérie ou en cas de confirmation d'une endométrite chronique, de corticostéroïdes, c'est-à-dire les corticoïdes, pour diminuer l'inflammation, voire même une chirurgie s'il y a besoin de corriger un septum ou des adhérences ou un polype ou un fibrome sous-muqueux. Et enfin, utiliser le PRP utérin, c'est le plasma riche en plaquettes pour activer des facteurs de croissance au niveau de l'endomètre. Donc, pour revenir un petit peu sur le PRP, là, on parle surtout de la préparation de l'endomètre, c'est-à-dire chez certaines patientes, le fait d'avoir une endométrite chronique va engendrer un endomètre beaucoup trop fin et qui ne répond plus aux hormones qu'on donne lors de la préparation de l'endomètre. Donc, lorsqu'on voit des patientes chez qui l'endomètre ne se développe pas et n'arrive jamais à atteindre les 7 mm requis, on pense à exclure premièrement l'endométrite, mais aussi les adhérences, et le traitement de choix serait le PRP. Le PRP constitue à utiliser le sang de la propre patiente, de le séparer de façon à concentrer les plaquettes par centrifugation, et ensuite on recueille ces facteurs de croissance qui se trouvent au niveau des plaquettes pour les injecter directement dans l'endomètre. Et le fait d'injecter ce plasma riche en plaquettes dans l'endomètre va stimuler les cellules impliquées dans la formation de tissus, leur guérison et aussi leur revitalisation. C'est une technique qui s'utilise depuis assez longtemps au niveau articulaire et au niveau cardiaque, et depuis maintenant quelques années, on commence à l'utiliser aussi dans l'utérus, mais aussi dans les ovaires, dans l'endomètre. D'autres causes qui affecteraient le facteur endométrial, à part les malformations utérines, l'endométrite chronique qu'on a vu auparavant, c'est aussi la fenêtre d'implantation. Lorsqu'on voit qu'il n'y a aucun problème visuellement de l'endomètre, il faut alors analyser cet endomètre de manière un petit peu plus approfondie pour voir si ce n'est pas un problème de fenêtre d'implantation. Donc, qu'est-ce que c'est que la fenêtre d'implantation? C'est la période pendant laquelle l'endomètre est réceptif à l'embryon. En général, de façon naturelle, c'est entre le 19e et le 21e jour du cycle, c'est-à-dire 7 jours après l'ovulation. Comme je vous ai expliqué au départ, il y a ces phases de l'implantation embryonnaire. Donc à J5, J6, l'embryon se trouve encore dans la trompe et il doit voyager jusqu'à l'endomètre pour pouvoir s'y implanter. Donc c'est à peu près à partir de J8 où l'adhésion complète et l'invasion se fait. Donc cette altération de la fenêtre d'implantation peut provoquer des échecs d'implantation, mais aussi des fausses couches précoces. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette fenêtre, chez certaines femmes, peut être déplacée. Il y a à peu près 30% des femmes qui vont avoir une fenêtre déplacée. Elles peuvent être pré-réceptives ou post-réceptives. Donc pour cela, on fait une biopsie de l'endomètre
en essayant de simuler les conditions d'un transfert, en préparant l'endomètre de la même manière qu'on va le faire pour un transfert. Mais le jour du transfert, au lieu de transférer un embryon, ce qu'on va faire, c'est une biopsie de l'endomètre pour analyser les facteurs qui font que l'endomètre soit réceptif ou pas. Et en fonction du résultat, on déplacera donc le transfert et la prise de la progestérone. Il y a aussi des facteurs immunologiques au niveau de l'endomètre. Donc, il faut savoir que l'endomètre, c'est une structure en constante évolution avec des changements immunologiques constants et qui font aussi que la grossesse réussisse. Il faut savoir que l'embryon est considéré comme un corps étranger au départ et que l'endomètre doit s'adapter à ce corps étranger. Et il y a des facteurs qui permettent de moduler un petit peu tous ces facteurs inflammatoires et immunologiques. L'un d'entre eux, c'est la vitamine D. Le déficit en vitamine D aggrave certaines maladies auto-immunes chroniques. Il engendre une augmentation d'auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps qui se dirigeraient contre nous-mêmes. Il modifie l'équilibre des lymphocytes, des cellules NK, les natural killers, et des cytokines. Donc, ce sont des facteurs pro-inflammatoires qui parfois sont bons à avoir au niveau de l'endomètre. Donc, ces facteurs, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces facteurs pro-inflammatoires et des facteurs anti-inflammatoires. Et donc, la vitamine D est essentielle dans ce processus. Le test immunologique IMAP va nous permettre justement d'analyser ces facteurs immunologiques dans l'endomètre. Donc, lorsqu'il y a des changements, ce test va nous permettre de savoir s'il y a un bon équilibre entre les cellules immunitaires de l'endomètre impliquées dans le processus de gestation. Comme pour la fenêtre d'implantation, le test consiste à faire une préparation de l'endomètre comme pour faire un transfert, sauf qu'au lieu de faire un transfert, on va faire une biopsie de l'endomètre pour analyser ces cellules inflammatoires qui pourraient mettre en jeu la gestation et la réussite du transfert embryonnaire. Et avec le résultat, on nous dira si c'est nécessaire de mettre en place une immunothérapie personnalisée, comme par exemple un traitement avec du plaquenil, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, ou alors des corticoïdes, etc. Enfin, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu à part ceux qu'on trouve directement dans l'endomètre, et c'est le fameux génotypage KIR et HLA. Donc, il détermine la compatibilité entre les récepteurs KIR utérins et le HLA étranger, entre guillemets, présent dans l'embryon. Comme je vous disais, l'embryon est considéré comme un corps étranger. Lorsqu'il entre en contact avec le corps de la mère, il y a certains facteurs qui vont commencer à se produire, des facteurs inflammatoires qui vont commencer à se produire pour essayer de détruire ce corps étranger. En fonction du KIR qui se trouve au niveau des cellules natural killers de la mère, dans l'endomètre, la réaction inflammatoire peut être beaucoup plus intense ou beaucoup moins intense. Donc, c'est en fonction de ce type de KIR qu'on saura prévoir plus ou moins si cette réaction va être très intense et le corps étranger, c'est-à-dire l'embryon, en fonction de son HLA, c'est-à-dire c'est comme un puzzle finalement, c'est deux pièces qui s'emboîtent. Si elles ne s'emboîtent pas bien, si ces deux pièces sont différentes, la réaction inflammatoire peut être très importante. Donc, dans ces cas-là, par prévention, on recommande toujours de faire un embryon, de transférer un seul embryon à la fois, donc c'est ce qui est recommandé, mais aussi de donner un traitement immunomodulateur pour essayer justement de ne pas trop activer cette réaction inflammatoire. Comme je vous disais, voici, c'est un petit peu les deux pièces du puzzle, c'est-à-dire le KIR d'un côté et le HLA de l'autre. Donc, en fonction de ce type, soit AA, soit B, et en fonction de l'HLA, soit C1, soit C2, il y a certaines pièces qui s'emboîtent parfaitement et d'autres qui s'emboîtent un petit peu moins.
Donc, lorsqu'on a déjà vérifié la qualité de l'embryon et aussi l'utérus en bonne santé, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient entrer en jeu pour engendrer ces échecs d'implantation? Alors, effectivement, il y a d'autres choses à voir, comme par exemple les thrombophilies. Les thrombophilies, c'est l'étude des facteurs de coagulation qui sont impliqués dans la diminution non seulement de la réceptivité endométriale, mais aussi des pertes gestationnelles, c'est-à-dire des fausses couches à répétition. Donc, qu'est-ce que l'étude de la thrombophilie? Dans l'étude classique, on arrive à détecter à peu près 27% des thrombophilies. Et avec c'est ce qui se faisait auparavant, c'était une étude plutôt classique et on arrivait quand même à augmenter le taux d'implantation lorsque on détectait l'une de ces anomalies. En mettant en place un traitement avec héparine, on arrive à avoir quand même de meilleurs résultats. Maintenant, il y a une étude encore plus approfondie qui arrive à détecter jusqu'à 9 facteurs de thrombophilie héréditaire, comme le facteur 12, le facteur 13, le facteur 5 dans ces 3 variantes, et aussi d'autres facteurs beaucoup plus spécifiques comme la serpine A10, la serpine C1, et aussi le groupage ABO et le facteur 10. Donc, avec tous ces nouveaux facteurs qu'on arrive à détecter, on arrive vraiment à augmenter le taux d'implantation et surtout à mettre en place un traitement avec l'héparine. Parce que l'héparine, ce n'est pas seulement un anticoagulant, ça a aussi un effet immunomodulateur, c'est-à-dire qu'il y a des effets anti-inflammatoires et anti-apoptotiques. Il inhibe la liaison des anticorps aux trophoblastes, il modifie l'activité des cytokines et il stimule la formation de facteurs de croissance. Donc vraiment, il y a beaucoup de bénéfices à l'héparine, non seulement pour traiter la coagulation, mais aussi ça aide à améliorer le taux d'implantation. Une fois que l'étude de la coagulation a été réalisée, il nous restera donc l'étude de l'hormone thyroïdienne, l'hypothyroïdie auto-immune. C'est une cause assez fréquente aussi d'échecs d'implantation. Donc, on étudie les anticorps antithyroïdiens qui interagissent avec les récepteurs des hormones thyroïdiennes. 5 à 15% des femmes en âge de procréer sont atteintes d'hypothyroïdie auto-immune. La limite supérieure de la TSH, c'est-à-dire l'hormone thyroïdienne, est à 2,5 seulement chez les femmes qui souhaitent tomber enceintes ou les femmes qui tombent enceintes. Donc, il y a une limite qui va être plus limitée que la normale chez ces femmes-là. Et puis, il faut savoir que la thyroïde, elle est responsable de moduler la réponse immunitaire au niveau de l'endomètre. Donc, c'est une hormone quand même assez importante. Pendant la gestation, il y a une augmentation de la demande d'hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire qu'on va demander que l'hormone thyroïdienne travaille encore plus. Et c'est pour ça que c'est très important qu'elle soit régulée dès le départ. Les récepteurs des hormones thyroïdiens augmentent au fur et à mesure que les pinopodes et la réceptivité endométriale sont établis. Les pinopodes de l'endomètre qui vont envahir l'endomètre vont faire que ces récepteurs vont commencer à augmenter. Et il est aussi prouvé que l'hypothyroïdie réduit la réponse œstrogénique des cellules utérines, c'est-à-dire le développement de l'endomètre. Donc, si il y a une hypothyroïdie importante, la préparation endométriale va être moins efficace. Donc, il faut contrôler le taux de TSH, il faut apporter les hormones thyroïdiennes si besoin et bien entendu, faire un test avant de commencer le traitement chez toutes les femmes. Donc, en conclusion, pour revenir un petit peu sur tout ce dont j'ai parlé, il faut éliminer les causes. Comme j'ai dit, l'équation parfaite, c'est l'embryon, l'endomètre égale gestation ou grossesse. Donc, pour l'embryon, les premières causes, c'est les aneuploïdies, c'est-à-dire les problèmes au niveau
de l'ADN des embryons. Donc, la solution, c'est de faire le PGTA et de transférer un embryon sain. La fragmentation de l'ADN du sperme peut se faire aussi par spermogramme avancé ou par test de fragmentation, et on utilisera des techniques avancées de sélection spermatozoïde comme solution. Les autres solutions, évidemment, lorsque le PGTA ne trouve aucun embryon sain ou lorsqu'il y a une réserve ovarienne trop faible qu'on n'arrive pas à obtenir d'embryon, ou lorsque la qualité du sperme est très mauvaise, c'est de faire une FIV soit avec don d'ovule, soit avec double don, soit avec l'adoption d'embryons. Pour les causes utérines, il faut d'abord chercher les causes, les anomalies intra-utérines telles que l'inflammation endométriale chronique, l'endométriose. Le diagnostic se fait par hystéroscopie, par histologie ou par culture endométriale. Et la solution, c'est les traitements antibiotiques, les corticoïdes, le PRP ou la chirurgie. Pour la fenêtre d'implantation déplacée, le diagnostic consiste à faire un test de réceptivité endométriale par biopsie de l'endomètre, et la solution, c'est de transférer l'embryon au moment du pic de réceptivité. Pour le taux anormal de cellules immunitaires maternelles, le diagnostic se fait à travers une analyse de sang, mais aussi le test immunologique endométrial par une biopsie de l'endomètre. Donc, les solutions, c'est soit la prise de vitamine D, soit l'immunothérapie en fonction de ce qu'on trouvera comme résultat. Et enfin, l'incompatibilité KIR-HLA, il faut faire un génotypage KIR et HLA, le KIR de la maman, et prévoir le HLA de l'embryon en fonction de celui du sperme et de celui de la donneuse ou celui de la maman, et faire un embryon, et transférer, pardon, un seul embryon à la fois et un traitement immunomodulateur si c'est nécessaire. Et enfin, les autres causes fréquentes, c'est la thrombophilie, l'étude de la coagulation avec un traitement à l'héparine si besoin, ou l'hypothyroïdie auto-immune en faisant un contrôle des niveaux de TSH et des anticorps antithyroïdiens, et le traitement se fait par des médicaments d'hormones thyroïdiennes synthétiques. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de l'étude des échecs d'implantation, et je vous remercie pour votre attention. Nous passerons maintenant aux questions. Merci beaucoup. Alors, voilà, on commence avec les questions. Moi, j'en ai reçu quelques-unes, donc je vais commencer. Alors, recommandez-vous un certain nombre de cycles de stimulation avant le cycle réel de transfert d'embryon après plusieurs cycles ratés? Très bien. Alors, je ne recommande pas de faire plusieurs cycles de stimulation avant le cycle réel, après avoir fait déjà des cycles ratés. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il y a un échec d'implantation, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les causes et les solutions. Donc, l'une des causes, comme j'ai dit, c'est l'endométrite chronique, la fenêtre d'implantation et les facteurs immunologiques. Et ces trois choses peuvent se voir seulement avec une biopsie de l'endomètre. Donc, on peut faire justement d'une pierre trois coups dans ce cas-là, et même quatre. C'est de faire un cycle de simulation, mais au lieu de l'arrêter juste comme ça, à la fin, d'en profiter pour faire cette biopsie et analyser ces trois facteurs. Comme ça, on aura des réponses à nos questions, éventuellement des solutions, et on pourrait éventuellement apprendre aussi de ce cycle de simulation ou cycle test pour voir un petit peu comment réagit le corps de la patiente aux traitements hormonaux, si le cycle prend plus de temps que prévu. Voilà, faire un petit peu nos calculs avant, évidemment, le cycle réel de transfert d'embryon, en appliquant ce qu'on va apprendre avec la biopsie pour l'endométrite chronique, la
la fenêtre d'implantation et les paramètres immunologiques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, je présente une hypoplasie utérine à cause d'une irradiation corporelle totale subie dans l'enfance. Bah, on n'a pas attendu, il n'y a pas fini la question. Oui, j'imagine. Bon, je vois un petit peu la question. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, l'hypoplasie utérine, c'est un problème au niveau de la taille de l'utérus. L'hypoplasie signifie une taille très réduite de la cavité utérine. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement pour ça. Une hystéroscopie pourrait essayer d'agrandir au maximum la taille, mais voilà, c'est toujours un problème au niveau de l'organe lui-même qu'on ne peut pas agrandir plus que ça. Je vois que finalement, la patiente a continué sa question, si je préconise un PGTA en cas de double don. Alors, je pense que le problème chez cette patiente, c'est surtout au niveau de l'utérus. Ce ne sera pas un facteur embryonnaire, ce sera plutôt un facteur utérin. Et parfois, si la taille est vraiment trop réduite, la seule solution, c'est de faire appel à la gestation pour autrui. Lorsque vraiment, avec les mesures, avec l'IRM, avec l'hystéroscopie, on voit que la taille de l'utérus est incompatible avec une grossesse. Mais si elle est compatible avec une grossesse, bien sûr qu'on peut faire un PGTA en cas de double don, même si dans un double don, les deux donneurs sont supposés être étudiés génétiquement par des karyotypes, mais aussi par des examens génétiques visant à écarter certaines maladies génétiques dont ils pourraient être porteurs, comme la mucoviscidose, l'X fragile, les dystrophies musculaires. Donc, réellement, la probabilité d'avoir un embryon avec une anomalie génétique dans un double don est très très faible. Maintenant, elle n'est jamais nulle, elle n'est jamais à zéro. Donc, il y a toujours un faible risque. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est indispensable dans ce cas-là. Le PGTA peut ne pas se faire dans un double don. Merci beaucoup. Un faible taux de progestérone après ovulation-ponction peut-il impacter le développement de l'endomètre et des chances d'implantation? À partir de quel seuil peut-il y avoir un problème? Oui, merci Natacha. C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, un faible taux de progestérone après ovulation ou alors le jour même du transfert est en rapport avec des échecs d'implantation. C'est un petit peu ce dont j'ai parlé dans la fenêtre d'implantation. Peut-être que je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais la fenêtre d'implantation dépend essentiellement de la progestérone. Et si la progestérone est trop faible, l'implantation a moins de chances d'être faite. Le seuil est à partir de 10. Donc, si on fait un taux de progestérone le jour même du transfert et qu'il est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, l'implantation a moins de chances de se réaliser. Donc, il faut toujours surveiller le taux de progestérone avant le transfert. Merci beaucoup. Mm-hmm. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc, pendant qu'il ou elle écrit. D'ailleurs, le faible taux de progestérone, lorsqu'on voit que c'est le cas avant le transfert, soit on augmente la dose de progestérone vaginale parce qu'il y a certaines femmes qui n'absorbent pas bien les ovules par voie vaginale. On change de traitement et on ajoute des injections sous-cutanées de progestérone. C'est ce qu'on fait lorsque on voit que ce taux est vraiment trop faible. Bonjour. Est-ce qu'une surdose hormonale lors du traitement FIV-GONALIFE, exemple, peut-il impacter la non-implantation embryonnaire? Oui, alors c'est aussi une question intéressante. En fait,
lorsqu'on a ce qu'on appelle un syndrome d'hyperstimulation ovarienne, après un traitement de FIV, ce qui est recommandé, c'est de ne pas faire le transfert directement en frais, c'est-à-dire tout de suite après la ponction. En général, on recommande de congeler tous les embryons et d'attendre que cette situation d'hyperstimulation hormonale redescende et on fait le transfert en différé, c'est-à-dire sur un cycle d'après ou même voire 2 ou 3 cycles après. La surdose hormonale peut engendrer ce syndrome d'hyperstimulation ovarienne qui peut même aboutir à des conséquences assez graves chez la femme, comme l'acide, des douleurs très très intenses au niveau de l'abdomen. Et ce syndrome est aggravé par l'implantation embryonnaire. C'est-à-dire que l'hormone de grossesse va aggraver ce syndrome et donc la grossesse est vraiment mise en jeu et la santé de la femme surtout est vraiment affectée par ce syndrome. Donc par précaution, lorsqu'on voit un risque d'hyperstimulation, on ne fait pas de transfert juste après la ponction, on congèle tous les embryons et on attend le cycle d'après. D'accord. Alors, on est en train de me dire que ce serait plutôt des doses très élevées sans arriver à l'hyperstimulation. D'accord. Alors non, les doses très élevées de gonal, si elles ne provoquent pas d'hyperstimulation, ne sont pas vraiment en rapport avec un échec d'implantation embryonnaire. Si au final le taux de progestérone est bon, l'endomètre est assez épais et de bonne qualité, il n'y a pas de polype, rien visuellement, et l'embryon est de bonne qualité, en principe, même si on a eu de fortes doses de gonal, sans arriver au syndrome d'hyperstimulation, ça ne devrait pas affecter l'implantation embryonnaire. Merci beaucoup. Alors, moi, je n'ai plus de questions et je vois qu'il n'y a personne en train d'écrire au moment. Donc, si quelqu'un a une autre question, bah, c'est le moment. Et sinon, bah, merci beaucoup, docteur. Mais Merci. je vous en prie, merci à vous. Et puis le plus important à savoir, c'est que il y a des solutions. Il faut juste chercher. Lorsqu'il y a des échecs d'implantation, il ne faut pas désespérer. Il faut faire des examens plus poussés. Et au jour d'aujourd'hui, il y a assez de technologies et de moyens pour aller vraiment faire des études plus approfondies et chercher la cause. Et même lorsqu'il n'y a pas de cause, changer certaines choses au niveau du traitement. Et si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Enfin, Isabelle va vous renseigner là-dessus. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Juste vous rappeler qu'en 2 semaines, on va inviter la docteure Véronica Martinez Vidal de la clinique UR Vista Hermosa qui va nous parler sur l'hystéroscopie et la FIV. Donc, venez nombreux. Et merci encore. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.